Nous entendons souvent parler des maladies plus communes autour de nous, telles que le cancer, l'Alzheimer, etc. Toutefois, la plupart des gens n'ont jamais eu vent des cas plus rares comme les maladies orphelines. En effet, celles-ci sont moins communes puisque la possibilité d'en être atteint est beaucoup plus faible. C'est le cas par exemple pour la maladie de rendu Osler-Weber, une maladie qui touche environ une personne sur 5000 à une personne sur 8000. Cependant, la majeure partie des patients qui en sont atteints ne pourront avoir un diagnostic avant l'âge adulte puisque la plupart des symptômes ne feront leur apparition qu'avant ce stade de leur vie. Cette maladie héréditaire correspond à une complication au niveau des artères et des vaisseaux sanguins. Aussi communément appelée THH, télangiectasie hémorragique héréditaire, celle-ci donne la plupart du temps naissance à plusieurs manifestations cliniques, comme par exemple des télangiectasies. Il est aussi fréquent de retrouver chez ces mêmes patients des épistaxies et des MAV. La maladie s'identifie à l'aide de certains critères puisque plusieurs de ces manifestations peuvent être associées à d'autres maladies. Un patient atteint de l'une d'entre elles n'est pas automatiquement affecté par la maladie de rendu Osler-Weber. En effet, le malade doit avoir au moins 3 critères sur les 4 pour obtenir un diagnostic certain. Être atteint de 2 critères correspond à un diagnostic probable et un seul critère correspond à un diagnostic possible. Les 4 critères pour cette investigation correspondent à des épistaxies, des télangiectasies et des MAV. Il est aussi important de vérifier si l'un des membres de la famille est atteint afin de confirmer le 4e critère, puisque cette maladie correspond à une transmission autosomique dominante. Il est aussi possible de confirmer la présence du THH à l'aide de tests génétiques qui détectent la présence d'anomalies dans les gènes affectés. Poursuivons maintenant avec la description plus approfondie des manifestations cliniques que l'on retrouve chez les patients atteints de la maladie de rendu Osler-Weber. Il y en a plusieurs, donc il est important de mentionner que celles-ci peuvent varier et qu'on ne retrouve pas toutes les manifestations cliniques chez un seul patient. Premièrement, on retrouve des épistaxies chez la majorité des patients. Les épistaxies sont des segments du nez qui correspondent souvent aux premiers signes indiquant qu'une personne est atteinte de la maladie, puisqu'elles apparaissent généralement à l'enfance. Celles-ci sont récurrentes et empirent souvent avec le temps. Ensuite, il est aussi possible de retrouver des télangiectasies qui sont en fait des vaisseaux sanguins dilatés de façon permanente. Les parois de ces vaisseaux étant plus minces, il est plus facile pour celles-ci de provoquer des saignements. On peut les apercevoir sous la surface de la peau, plus souvent au niveau des doigts, du visage, des conjonctives et des oreilles. On peut aussi retrouver des télangiectasies au niveau des muqueuses, soit dans la bouche ou bien dans le nez. Ces manifestations s'aggravent aussi avec l'âge et sont généralement seulement la cause d'un problème esthétique. Toutefois, en cas de trop grands saignements, celles-ci peuvent causer une dépendance aux transfusions sanguines. Les saignements gastro-intestinaux sont souvent présents en cas de rendu Osler-Weber. En effet, il est possible de retrouver des télangiectasies tout au long du tractus digestif. Toutefois, on les retrouve plus souvent au niveau des parois internes de l'intestin grêle et de l'estomac. En cas de saignement, on peut retrouver du sang dans les selles. Il y a aussi des transfusions sanguines qui peuvent être requises en cas d'hémorragie interne chronique. Il est intéressant de savoir que les personnes atteintes de THH souffrent souvent seulement des manifestations cliniques suivantes, donc des saignements du nez, des saignements intestinaux et de l'anémie. Poursuivons avec les malformations artério-veineuses. Ce sont des veines et des artères qui sont en communication directe et qui court-circuitent le lit capillaire normal. Pour ce qui est des atteintes cérébrales de la maladie, il y en existe plusieurs. Donc, il y a les fistules artério-veineuses, les télangiectasies et les MAV cérébrales. En cas d'MAV cérébrale, il y a rarement des hémorragies. Par contre, lorsque c'est le cas, celles-ci sont très graves. Il peut même avoir des ruptures cérébrales. Les malformations artério-veineuses cérébrales peuvent aussi engendrer des troubles neurologiques, comme par exemple de l'épilepsie, tout dépendamment de la localisation de la malformation. Les MAV cérébrales sont plutôt rares, par contre, ce sont les plus dangereuses. Les patients atteints de MAV pulmonaire ne présentent souvent aucun symptôme. Les MAV pulmonaires prennent la forme de petits sacs, ce qui crée une turbidité à haut débit. Cette turbidité vient affaiblir les cellules du sang, ce qui peut créer des hypoxémies chroniques, c'est-à-dire une diminution de la quantité d'oxygène dans les dites cellules. Il peut aussi avoir des cas de difficultés respiratoires et de cyanose. Les MAV pulmonaires peuvent engendrer plusieurs complications neurologiques et pulmonaires. En effet, la turbidité peut créer des caillots de sang et ceux-ci se délogent et voyagent partout dans le corps.
Cela peut créer des AVC si les amas de sang se rendent au cerveau et des abcès cérébraux si le caillot est infecté. Lorsqu'on tousse, on peut aussi retrouver du sang en cas d'hémoptysie. Finalement, chez certains patients, on retrouve des hémothorax, c'est-à-dire une accumulation de sang entre les poumons et la cage thoracique, puis de l'hypertension pulmonaire qui est créée par la pression élevée dans les vaisseaux sanguins. Lorsqu'il est question de MAV hépatique, les patients sont aussi majoritairement asymptomatiques. Il peut y avoir de nombreuses complications avec ce type de MAV, comme par exemple de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension portale, soit le fait que la pression est trop forte dans la veine qui transporte le sang de l'intestin au foie, et de l'ischémie biliaire causée par un flux inadéquat du sang. Voyons maintenant la fréquence des manifestations cliniques chez les patients de rendu Osler-Weber. Donc, pour les épistasies, on les retrouve chez 95% des patients. Pour les télangiectasies, c'est 75%. On a de 15 à 30% pour les MAV digestives, 10 à 12% pour les MAV cérébrales. Et pour finir, avec les MAV pulmonaires, on a 15 à 33% et 41 à 71% pour les MAV hépatiques. Un point qui est important dans la compréhension de la transmission de la maladie, c'est son caractère héréditaire autosomique dominant. Ce qui veut dire que le gène qui va transmettre cette maladie-là va se situer sur un chromosome qui est qualifié de non sexuel. Donc, autant d'hommes comme de femmes vont être affectés. On dit aussi que le rendu Osler-Weber va être une maladie dominante parce qu'on a besoin qu'un seul de nos deux chromosomes homologues soit affecté pour qu'on ressente les symptômes. Aussi, c'est une maladie héréditaire, donc elle va voyager de génération en génération. Il est donc normal que les lieux les plus isolés en souffrent plus. Le THH va être causé par des mutations sur 3 différents gènes, tous sur des chromosomes différents. D'ailleurs, pour cette raison, qu'on va séparer la maladie en 3 types. Mais ils vont tous contenir les caractéristiques classiques qu'on a vues plus tôt. Le premier type s'appelle le JPHT. Il va être causé par une mutation sur le gène SMADK qui est situé sur le chromosome 18. Lui, il va être caractérisé par une combinaison de 2 maladies, soit bien entendu le THH et la polypose juvénile. C'est quoi la polypose juvénile? C'est des malformations sous forme de tumeurs situées dans le système digestif et dans l'estomac. Comme le JPHT va être présent à seulement 1% des cas, on va pas plus y prêter attention. Le THH de type 1 et de type 2 vont se partager à eux seuls le reste des cas. Ces types peuvent se différencier par le fait qu'il est plus probable d'avoir des malformations artério-veineuses au niveau des poumons et du cerveau pour le type 1, tandis que pour les patients du rendu Osler-Weber 2, ils vont être plus à risque de développer une MAV au niveau du foie. Les personnes atteintes de la maladie 1 vont avoir une mutation sur le gène ENG qui est situé sur le chromosome 9. Ce gène va coder une protéine qui est nommée endoglyne. Le THH2, quant à lui, va être causé par une mutation au niveau du gène ACVRL1 qui est situé sur le chromosome 12. Ce gène va coder la protéine ALK1, son nom complet étant Activin Receptor Like Kinase 1. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la majorité, sinon toutes les mutations sur les gènes ENG et ACVRL1 vont être caractérisées de non-sens. Donc, un codon d'arrêt va être généré de façon prématurée, ce qui va créer une protéine incomplète. L'endoglyne et la LK1 interagissent toutes les deux avec un facteur de croissance bêta, ce qui assure le bon fonctionnement des artères et des veines. Donc, logiquement, un manque de protéines va résulter en une malformation quelconque des identités artério-veineuses. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de remède miracle pour éradiquer la maladie d'Osler-Weber, parce que c'est une maladie qui est héréditaire, donc elle est partout dans nos cellules. On peut juste traiter le malade selon les symptômes dont il souffre afin d'améliorer et d'augmenter sa longévité de vie.
On pourrait par exemple traiter les MAV par résection chirurgicale ou on pourrait avoir recours à des inhibiteurs de l'angiogénèse pour diminuer le nombre, la densité et la croissance des vaisseaux problématiques. Même si le taux de mortalité est faible, trop de patients meurent des suites des complications et trop peu sont au courant de leur état. Vers l'âge de 16 ans, 70% des individus auront développé des symptômes. Ce nombre s'élèvera ensuite à 90% à l'âge de 40 ans. En informant la population des maladies orphelines, on peut réussir à sauver des vies ou en rendre certaines plus agréables.